Avec les épidémies, avec les drames sociaux, sanitaires que nous connaissons, comme avec la plupart des crises, surgissent toujours des théories du complot. Voilà, comme si chacun se transformait en chien policier et en se disant bon, à qui profite le crime? Et finalement, celui à qui profite le crime devient un peu l'initiateur du crime et du coup, on l'accuse d'avoir fomenté un complot. Bon. Je pense qu'il faut, en toutes ces affaires, savoir raison garder et peut-être produire quelques analyses philosophiques pour essayer un peu de clarifier ces situations. Alors, il ne s'agit pas de dire, et je ne le dirai certainement pas, qu'il n'y a pas de complot, que les complots n'existent pas. Il y a évidemment des complots. Il y a des coups d'État qui tentent de se faire à droite, à gauche, des putschs, tout ça relève finalement d'une certaine forme de complot, et il y en a. Mais maintenant, quand chacun finalement arrive à déjouer et à dénoncer des complots dans notre espace social, ça pose un petit problème sur la compétence des comploteurs, si je puis dire, parce que finalement, tous ces complots dévoilés partout montrent au moins une chose, c'est que les complotistes ou les comploteurs, j'aime bien comploteur, sont assez mauvais finalement. Voilà, parce que le propre d'un complot, c'est finalement de rester secret. Enfin, un complot que tout le monde comprend et qui se dévoile au grand jour, il est assez lamentable et ça veut dire qu'en fait, il réunit un certain nombre de gens incompétents. Donc, bien sûr qu'il y a des complots, mais il y en a beaucoup moins qu'on croit. Donc, la question philosophique qui est intéressante, c'est comment expliquer ce décalage? Pourquoi y a-t-il dans l'esprit des gens autant de complots et pourquoi y en a-t-il dans la réalité aussi peu? Voilà une question intéressante. Alors, il me semble qu'il faut analyser la nature de l'histoire et de notre rapport à l'histoire pour le comprendre. La réalité, c'est que quand il se passe des événements tragiques, des crises en général, peu importe lesquelles, qu'elles soient politiques, économiques, sanitaires, quand il se passe des choses graves, eh bien, il y a toujours des gens qui en profitent. Il y a des gens dont on dit assez communément qu'ils sont opportunistes et qui savent saisir les opportunités. Je crois même que dans certaines grandes écoles de management ou de commerce, on apprend à saisir les opportunités et on entend même notre gouvernement parfois, ça fait partie des analyses stratégiques du marketing, hein, qu'il faudrait transformer un risque en opportunité. Voilà un dogme même du marketing. Donc il y a des opportunistes qui ont été formés pour ça, c'est-à-dire des gens capables de saisir dans une situation donnée les possibilités qui s'offrent à eux pour développer un business, une affaire, enfin n'importe quoi, développer quelque chose ou ne serait-ce que simplement faire avancer leurs idées. On va voir d'ailleurs, à peu de choses près, je pense que après cette crise sanitaire, les souverainistes vont évidemment gagner un peu en notoriété et on va se rendre compte que leur thèse n'était peut-être pas si sotte que ça, du moins sur certains plans. Et puis peut-être que si la planète va mieux, les verts ou les écologistes tireront aussi parti de cette crise sanitaire. Donc il y a des opportunités qui vont se présenter pour un tas de gens et les plus intelligents seront évidemment ceux qui les saisiront le plus vite. Maintenant, quand on se reportera plus tard et que l'on considérera à qui cette crise sanitaire a profité, et c'est-à-dire aux opportunistes qui auront su en saisir les possibilités, eh bien on se dira peut-être « Ah oui, mais c'était peut-être eux qui étaient à l'origine du truc, donc parce que finalement c'est eux qui en ont profité. » Voilà, et c'est comme ça que commencent à naître aussi les théories fumeuses du complot. Or ça tombe sous une espèce d'illusion que Bergson avait formidablement dénoncée dans ce très beau livre qui s'appelle « La pensée et le mouvant ». Bergson avait conceptualisé ce qu'il avait appelé l'illusion rétrospective du vrai. Voilà, c'est-à-dire que souvent, quand des possibilités se sont développées dans l'histoire, nous ne croyons pas qu'elles sont nouvelles et qu'elles sont le fait d'innovation ou d'une création. Nous nous disons assez rapidement, puisque c'est devenu réel, c'est que c'était possible avant.
Et donc nous projetons cette possibilité ensuite dans le passé, et c'est comme ça que naît l'illusion rétrospective du vrai, c'est-à-dire que nous finissons par dire, ben voilà, c'est cette possibilité qui était inscrite dans l'histoire il y a quelques années ou quelques siècles qui s'est développée, et donc nous finissons par croire que l'histoire n'est que le développement d'une nécessité qui est à l'œuvre, et puis c'est tout. Eh bien, je crois qu'il y a là une illusion. Bergson avait raison d'appeler ça une illusion. Non, non. Il y a dans l'histoire de la contingence, comme aurait dit Aristote. Il y a de l'accidentel. Il y a des choses qui surgissent et qui n'étaient pas nécessairement prévues. Sauf que, évidemment, quand on réfléchit un peu comme réfléchir et se servir de sa raison, c'est toujours essayer de comprendre la cause d'un événement, eh bien, devant l'accident, la raison est un peu démunie. Enfin, devant ce qui n'a pas de raison, la raison est impuissante et la raison est silencieuse et elle a du mal à supporter ce silence. Donc, la raison cherche toujours des responsables. Alors, évidemment, quand ils sont désignés, quand ils se font connaître, eh bien, c'est formidable, on sait qui c'est. Et puis, quand il n'y a pas de responsable clairement déclaré, c'est là que finalement surgissent les théories du complot, et parce qu'il faut bien trouver des responsables et il faut bien essayer de se dire que les choses n'arrivent pas sans raison. Eh bien, je crois qu'il faudrait peut-être philosophiquement réformer notre façon de penser, non pas supprimer toute espèce de théorie du complot, parce qu'il y en a, mais il y a aussi de l'accidentel, il y a aussi des choses qui surgissent et qui sont absolument neuves, qui n'étaient prévues par rien et par personne, et qui confrontent simplement les hommes à de l'inattendu. Et cet inattendu, eh bien, il faut le gérer, il faut l'appréhender, il faut le comprendre, et peut-être arrêter de chercher des responsables et plutôt essayer de chercher des solutions. Voilà. Je crois que l'une des marques de l'intelligence et l'une des grandes qualités de l'intelligence humaine, et on ferait peut-être bien d'apprendre ça dans les écoles aussi, c'est de savoir innover, c'est de savoir régler des problèmes, et pour régler des problèmes de façon innovante, eh bien se tourner, avoir cet esprit de quête des solutions plutôt que de quête des responsables. Voilà. Je crois que c'est l'urgence, et dans l'urgence, il faut toujours essayer de chercher des solutions plus que des responsables, et à partir de ce moment-là, eh bien après on laisse les historiens faire leur travail, en veillant quand même à ce qu'ils ne tombent pas eux-mêmes dans l'illusion rétrospective du vrai. Voilà, donc essayons de gagner un peu en sérénité, essayons de gagner aussi en agilité intellectuelle, essayons de faire en sorte que notre intelligence se mette en quête de solutions et un peu moins en quête des responsables qui seront immanquablement après des coupables.